Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante, mercredi 4 octobre, soir de Coupe d'Europe, encore une fois, après le sacre, la victoire plutôt des 100 et or hier soir, on en reparlera. Une large page sera dédiée dans cette émission, justement, à cette victoire de Lens face à Arsenal d'Arteta. 20h pétante, on va parler de quoi ce soir dans cette émission? On va parler tout simplement d'une équipe grandiose avec Francaise à la tête et entraîneur de cette équipe des 100 et or du côté de Félix Bollaert. Hier c'était assez chaud et Yacine, je tiens à le dire. Yacine, et oui, avec Solal. Hier Yacine, on a tous rigolé, mais pourtant Yacine a donné le bon pronostic et la victoire des 100 et or. Ça faut le rappeler sur l'antenne de Beurre FM parce que quand même, voilà, il fallait le dire, il fallait le faire, il fallait oser. Et Yacine, comme d'habitude, il est bon dans les pronos. On va parler aussi du Paris Saint-Germain, place à Newcastle et Magpies du côté de St. James Park en Angleterre. Ça va là aussi attiser la convoitise de certains joueurs, mais aussi d'aficionados et du supporter du Paris Saint-Germain. Ce soir, le coup d'envoi, c'est 21h. Et oui, justement, dans ce fameux groupe F, c'est la deuxième journée. On parlera aussi de quoi? On va parler de cette peur, peut-être qui apporte. C'est le vecteur de cette fameuse réussite. Ça sera la chronique avec un certain Aurélien Duhart, notre consultant Time Sport, avec vous, chers auditrices et auditeurs, et sans oublier aussi le débat du jour. Le débat du jour où on peut réagir avec toute l'équipe de Time Sport au 01 53 48 3000. On le rappelle, cette équipe de Lens pourra-t-elle se qualifier pour les huitièmes de finale, selon vous? Voilà, c'est la question que l'on se pose. On va l'aborder avec vous, chers auditeurs. C'est parti. On présente la fine équipe de ce soir avec moi pour m'accompagner. Time Sport. Il est pour parler. On sera en compagnie de Vivien, sans oublier Aurélien. On accueille ce soir notre consultante Yasmine. Bonsoir Yasmine, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM et de Time Sport. Ce soir, un très beau programme et un très beau plateau. On l'espère. Juste en face, on va retrouver Juan Trocé. Comment ça va? Hola, buenas tardes a todos. J'avais les yeux rivés sur le résultat de l'Atlético Madrid qui est en train de jouer face à Feyenoord. 2-2, j'espère qu'ils vont quand même réagir et qu'on aura encore une belle victoire ce soir d'une équipe madrilène après celle du Real hier à Naples. Juan Trocé, je crois qu'on était à 3-2, c'est pas ça? Là on était à 3-2. On était à 3-2. Voilà. Ça vient de tomber. On était à 3-2, c'est la 57e. À 2-2 à la mi-temps. Voilà, c'est ça. Justement, par l'intermédiaire d'Alvaro Morata, la 12e, 47e, Antoine Griezmann. Voilà. Ça a repris justement, et aussi Anko et Hermoso pour Feyenoord. Le coach Tolé est avec nous ce soir. Bonsoir le coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Écoute, ça va très bien, impeccable. Tranquillement, le coach Tolé. On est là calmement. Voilà, qu'on pourra retrouver aussi chez nos confrères de TFX. Dès ce soir. Alors, en même temps que le match, je sais que le football a une part importante, mais comme je dis souvent, après, l'audience sera au rendez-vous, on l'espère en tout cas. Oui, et puis il y a moyen de regarder ça tranquillement en replay après les rencontres. Sur MyTF1, le retour des Cleaners. Le retour des Cleaners sur l'antenne de TFX. Voilà, un petit clin d'œil aussi à Bénédicte qui se reconnaîtra. Le 2-1. Justement, on va en parler avec toute l'équipe. Un petit clin d'œil à la réalisation, la personne de Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? Buonasera à tutti, j'espère que vous allez bien. Écoute, on va très bien. Ça va Bilal, ça va très très bien. Il y a Nasser qui te passe le bonsoir, qui nous écoute depuis Roma. Il te demande de venir, Juan Trocé, avec le coach Tolé, même toute l'équipe de Time Sport. Non mais sérieux. On va préparer ça. Sérieux. Il m'a dit vous venez quand vous voulez. Solal. Content pour les colchoneros, bien sûr que j'irai, mais très content pour les colchoneros. Écoutez, on a un magnifique plateau ce soir. Donc que demander de plus? Solal, il est supporter des Colchoneros, ce coach Tolé. C'est pour ça, un gros supporter, il est venu quand même la semaine dernière avec un maillot de la Juventus. Mais ça va la Juventus. Cristiano est passé par là, mais c'est vrai qu'il est supporter des Colchoneros. 2-1. Yasmine, hier soir, par l'intermédiaire de Thomasson et Wahi, et aussi Gabriel Jesus à la 14e. On a cru que, le navire allait chavirer du côté de Lens, mais non, ça a bien tenu. L'opposition était là, Francaise, bravo à lui. Incroyable match des Lensois hier. C'est l'histoire d'un club qui est revenu en Ligue 1 sur la saison 2020-2021, qui a été vice-champion de France la saison dernière, qui a joué son dernier match de Ligue des Champions à domicile il y a 21 ans. Exploit des Lensois. Alors c'est vrai que ça avait mal débuté avec cette perte de balle de Thomasson. Il s'est bien rattrapé par la suite.
C'est lui qui marque ce but de l'égalisation et ce 2-1 de Wai, la dernière recrue venue de Montpellier. Donc incroyable match des Lensois. C'est un exploit. Ils sont du coup premiers de leur groupe parce que le PSV Eindhoven, il me semble, a fait match nul contre Séville. Donc ça a été un match intense, très intéressant dans le contenu. Lens hier a fait en 2 matchs ce que l'OM n'a pas fait en 10 ans de Ligue des Champions. Ah ouais. Il faut le dire clairement. Donc on se pose aussi des questions de savoir qu'est-ce qui manque aussi du côté de Marseille pour réaliser justement ce type de match-là. Faut savoir que dans l'histoire, Lens a déjà joué contre Arsenal en 1998. Oui, c'est ça, à l'époque de Tony Vérel. Tout à fait. Et Lens avait gagné également 1-0 à ce moment-là. Oui. Grâce à un but de Michael Debève. Ouais. C'était un stade mythique. Là, c'était pas Highbury, parce que je crois que le stade était en travaux. Ouais. Et le match s'est déroulé d'Arsenal à l'époque. Bravo qui le coach Tollet. Et donc Michael Debève. Sans et hors cette équipe qui a perdu aussi quand même pas mal de personnes. Ouais. Mais voilà, l'équipe de Francaise est bien là au rendez-vous. Ouais, bravo à elle. Ouais, bravo à Francaise, bravo à au football français aussi. Ouais, bon, bravo. Bon. Et puis il y a ce travail qui est fait depuis un petit moment. C'est vrai que, comme l'a dit Yasmine, Lens a joué pour la dernière fois en Ligue des Champions, c'était il y a plus de 20 ans. Depuis, c'était extrêmement difficile. Faut pas oublier quand même que Lens, il y a encore, durant ces années, avait été une place forte du football français, avec quelques campagnes européennes, un titre de champion en 98, quelques coupes remportées également. Intertoto. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça a été extrêmement compliqué. La gestion du club a été compliquée. Je me souviens d'une époque où t'avais le druide sur le banc, t'avais Papin, et puis tu connais la descente alors que t'avais une équipe pour jouer l'Europe, et ils ont eu du mal après. Il y a eu l'espèce de repreneur aussi fantasque qui était arrivé. Ça a été très compliqué, et revoir Lens sur le devant de la scène, sur le tour entre guillemets de l'Europe et du football déjà français, parce que comme tu as dit Yasmine, ils sont vice-champions de France. Pour moi, c'est un juste retour des choses. T'as besoin d'avoir ces grands clubs et voir Bollard de nouveau chavirer comme ça face à cette équipe d'Arsenal qui, attention, c'est une équipe qui revient aussi Arsenal sur le devant de la scène. Franchement, bravo à eux. Et puis on va y revenir, c'est que là ils sont leaders avec 4 points. Derrière, t'as eu ce match nul entre Séville et le PSV Eindhoven. T'as une double confrontation où là tout peut se jouer, je sais pas, mais en tout cas, tu peux prendre une belle option pour continuer en Coupe d'Europe, que ça soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Donc, franchement, c'est top, ça fait plaisir de voir ce type. Là où est l'exploit surtout, c'est que les Gunners étaient invaincus jusqu'à présent. Et c'est une petite équipe de Ligue 1 qui finalement a réussi à battre les Gunners de Arteta. Donc c'est véritablement un exploit du côté de Lens. Et de là à voir si ça pourrait passer éventuellement les 8e de finale, ça c'est aussi une autre question. Oui, justement, victorieux, c'est plutôt Hez et non pas Arteta. Qu'on attendait. Bien sûr, je partage avec vous. Alors, tu le partages? Tous les superlatifs, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une belle victoire. Ouais. Le Belge l'a emporté sur l'Espagnol. Ça a été l'euphorie, l'émotion. C'est très bien, tout ça, c'est très bien, mais il y avait 2 questions. Donc, après avoir fait l'analyse plutôt sentimentale de ce qui s'est passé hier sur le match, allons voir ce qui peut se passer. C'était la 2e question. Est-ce qu'ils ont l'équipe pour aller en 8e des finales? On peut dire, comme on a dit, depuis qu'on a eu le tirage au sort des groupes, que c'était l'outsider de ce groupe, celui qui pouvait effectivement créer la surprise. Je continue à penser aujourd'hui qu'il peut toujours créer la surprise, mais soyons quand même réalistes quelque part. C'est que il reste quand même, s'ils ont été vice-champions de France la saison dernière, ils ne sont que 15e, ils n'ont que 7 points sur 21 points possibles. Donc effectivement, il y a une grosse différence entre ce que nous avons peut-être vu hier, avec l'euphorie de revenir dans une compétition internationale sur la Champions League à la maison après 21 ans, mais la réalité est que le football des Lens, c'était quand même une longue
course, une longue trajectoire sur plusieurs mois. Il va falloir pouvoir tenir. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Vous savez, ils vont jouer certainement cette place en 8e avec Séville, et qui, si vous remarquez, ne sont que 15e aussi, avec 7 points du championnat espagnol. Mais il y a quand même une grosse différence entre ces deux équipes, aux deux grosses différences. La première, c'est que je trouve que l'expérience internationale de Séville est beaucoup plus importante que celle des Lens pour la partie internationale, qu'ils ont un peu plus de profondeur de banc, et encore pas trop, mais un peu plus, mais surtout qu'il y a une tradition espagnole où ils sont capables, et Séville l'a encore montré l'année dernière, puisqu'il a lutté pratiquement jusqu'à les 5 dernières journées pour éviter la descente en 2e division en Espagne, et au même titre, ils ont été champions de l'Europa League. Donc ils sont capables de jouer les deux compétitions de face, de front, et les amener les deux. Est-ce que Lens, s'il n'arrive pas à s'en sortir et qu'il est toujours sur la partie basse du championnat, sera-t-il capable effectivement de pouvoir tenir ce rythme en Champions League, puisque n'oublions pas, ils vont jouer le PSV à Eindhoven dans quelques jours, enfin le 24 octobre, et ils vont avoir quand même des matchs assez compliqués. Je pense qu'on va arriver pratiquement, et j'espère pour Lens, arriver à la dernière journée de la phase des poules, où ils vont jouer, si je ne me trompe pas, face à Séville. Peut-être que là, ils vont effectivement pouvoir créer la surprise, mais rester des outsiders. Ça n'empêche que c'était un superbe match, c'était une superbe victoire, et pour le public de Lens, c'est quand même merveilleux de retrouver son équipe à ce niveau, au niveau international. Ouais, sur la possession mais même la précision ainsi que des passes, 90% quand même pour les Gunners, c'est plutôt dans les 60 et des poussières concernant les 100 et or. C'est vrai parce que il y a une grosse différence de toute façon entre ces deux équipes, entre Arsenal et rappelons, qui a joué pratiquement jusqu'à les 2 dernières journées la saison dernière le titre des champions de la Première Ligue. Donc c'est quand même une machine qui s'est mise en route, surtout l'année dernière, après pratiquement les 2 premières saisons d'Arteta, ou la première saison d'Arteta qui a été assez mauvaise, mais par la suite c'est une grosse écurie qui veut aller en 8e de finale, qui a les joueurs pour aller en 8e de finale, qui a l'expérience, qui a l'équipe. Donc ça n'empêche effectivement ce superbe match des Lens, espérant tout simplement qu'ils sont capables de répéter les efforts, et effectivement de continuer dans cette dynamique européenne qu'il va falloir appliquer aussi à la Ligue française. Il y a beaucoup de choses qui ont été appliquées. On reviendra après la première pause concernant aussi la Coupe du Monde 2030. On va revenir, ça fera plaisir encore une fois à Juan Trocé, du moins avec le match d'hier soir. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h16. On est en live en ce mercredi soir. C'est soir de Ligue des Champions avec toute l'équipe de Time Sport. On le rappelle, autour de la table, on a Vivien, on a Aurélien qui va arriver. On est avec Yasmine, sans oublier le coach Tolé, Juan Trocé. Allez, on passe justement, un nouveau débat. Oui, ça va. Ouais, ça commence à faire débat justement. Time Sport, la parole des sociaux. Ah oui, c'est la Coupe du Monde de football 2030 qui se déroulera. Bravo au Maroc, aussi bravo à l'Espagne, et encore bravo au Portugal. 3 matchs auront lieu tout de même par ailleurs en Amérique du Sud. Bon, là on a plus rien compris. C'est là où ça commence à un peu partir en freestyle, mais on sait pas pourquoi. Pour marquer là aussi le centenaire de cette première édition, c'est ça. Oui, on n'a rien compris. Tu as tout à fait raison. Beaucoup de monde. Donc, écoutez bien. Alors, ça va se passer dans 5 pays: l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Alors, ces 3 premiers pays latino-américains, en fait, c'est que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay vont jouer leur premier match dans leur pays. Ce qui oblige ses adversaires à faire le voyage jusqu'à l'Amérique latine pour par la suite tous revenir en Europe et en Afrique, parce qu'effectivement, le gros de la Coupe du Monde 2030 va se passer au Portugal, au Maroc et en Espagne. Peut-être un peu plus en Espagne qu'au Portugal,
Et au Maroc, tout simplement parce qu'il y a plus de terrains, plus d'infrastructures du côté espagnol qu'il n'en a du côté portugais ou du côté marocain. Alors, si on s'attendait à ça, non, pas du tout. Donc, on n'a pas du tout compris quelle a été la décision et pourquoi elle a été prise. Oui, ça, on le sait, on nous l'a dit, parce que c'est le centenaire de la Coupe du Monde, de la première Coupe du Monde. Cela dit, effectivement, il va falloir voir comment ça va se développer. Mais c'est que, raconter comme ça, c'est extrêmement compliqué d'imaginer. Mais je sais pas, j'imagine le Japon dans le groupe de l'Argentine, qui est obligé d'aller en Argentine. Pour jouer son premier match au mondial et puis revenir en Europe pour aller au Maroc, en Espagne ou au Portugal, jouer son 12e match. Donc effectivement, c'est assez compliqué le système de la FIFA, mais d'une chose, je suis sûr, c'est que ça doit payer bien, parce que sinon la FIFA n'aurait pas accepté. Ah, carrément. Réaction avec l'équipe de Time Sport. Oui, Yasmine, vas-y. On ne pense pas non plus à la condition aussi physique des joueurs. Là, on ne pense qu'à aux droits télé, à l'argent qu'il y a derrière les matchs, mais aux joueurs même, on n'y pense pas. Juan José l'a dit, les allers-retours en avion, c'est assez inquiétant, moi je trouve, déjà par rapport à la prochaine Coupe du Monde en 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Là, de faire la prochaine également sur plusieurs continents différents. Je me demande où est-ce qu'on va aller. Est-ce que, pour moi, la Coupe du Monde, elle perd de son intérêt au fur et à mesure du temps avec tous ces changements-là. Je suis pas forcément pour. Ça détruit un petit peu le show, comme on a eu la Coupe du Monde là cet hiver, enfin l'hiver dernier. Donc je comprends pas forcément cette décision-là, quoi. Ouais. Bon, l'hiver dernier, je vais vous faire remarquer quand même une petite chose. Imaginez qu'il peut y avoir une sélection qui va jouer dans les 3 continents. En Argentine, en Amérique latine, au Maroc, et peut-être son dernier match du côté de l'Europe, donc en Espagne ou au Portugal. Le vainqueur, même le finaliste d'office joueront à mon avis dans. Alors la finale va se jouer en Espagne. Ça reste effectivement, mais après la finale probable. En Espagne. Oui, ça vous fait pas réagir? Moi je trouve que c'est un peu un football qui est déconnecté de la réalité, c'est-à-dire dans un monde où il faut se serrer la ceinture, on parle d'écologie, on a un football qui s'exporte de plus en plus, ça veut dire on va favoriser les jets, donc moi je trouve ça pas logique. Enfin, moi j'aime bien que les compétitions sportives, quelle que soit la discipline, se déroule déjà dans un seul pays. Moi je trouve que c'est suffisant, même pour une Coupe du Monde. Donc on a une FIFA qui veut s'enrichir de plus en plus, mais pour les supporters ça va coûter très très cher de faire 3 continents. Déjà que pour certains, faut rappeler, certains parfois ils économisent pendant 4, 5, 6, 7 ans pour assister à une Coupe du Monde ou assister à quelques matchs. Donc là, va falloir hypothéquer une maison bientôt. Carrément. On le voit déjà en NBA, par exemple, il y a souvent des matchs qui sont délocalisés. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, maintenant, on va beaucoup plus assister justement à des matchs qui vont se dérouler un peu partout dans le monde, selon les différents sports. Faut-il vous rappeler que la Coupe d'Europe qui a été décalée à cause du Covid était prévue dans 7 pays, dans 7 villes européennes différentes, dans 5 pays, dans 7 villes différentes. Donc ça c'est pas fait tout simplement parce qu'il y a eu la Covid, donc il a fallu la décaler. On est allé jouer après essentiellement un certain nombre des matchs en 3 pays, mais au départ la Coupe d'Europe des nations européennes, elle était prévue en 5-6 pays. Donc effectivement, cette idée qui avait été lancée à l'époque revient fortement. Il n'a pas fait que des bonnes choses, Platini. Ça, c'était une de ses bêtises avant de partir. Il faut savoir aussi que tu disais, c'est bien de jouer dans un seul pays. C'est vrai, c'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on aime, mais en même temps, ça devient de plus en plus cher l'organisation et les obligations du pays hôte. Donc, c'est vrai que quand vous le faites à 2, c'est tout à fait. On partage les frais aussi entre guillemets. Les finances partagées à 2, ça fonctionne pas toujours bien. Je vous dis que quand l'Espagne a été champion d'Europe en 2008 déjà, ça se jouait en Pologne et en Autriche. Déjà en 2008, cette Coupe d'Europe. Le coach Tollet, Coupe du Monde 2030. Ça me fait pas rêver. Je pense que tout a été dit. Il y a clairement l'enjeu économique et financier qui prend le dessus sur le sport. Donc pour moi, ils sont en train de tuer la compétition la plus importante.
sportive, derrière les JO, bien sûr, mais je vois pas trop où ils veulent aller en fait avec ça. Donc moi, quand j'apprends ce type de nouvelles, ça m'enthousiasme pas plus que ça. Ouais, on oublie peut-être des fois ce côté supporter, ce côté old school, tel que beaucoup de monde aime bien le balancer, c'est vrai. Ouais, ils s'en foutent. D'aller en Argentine, de revenir à Madrid. Ouais, mais ça a profité à ceux qui ont. Du côté de Tanger, par exemple. Ça a profité, et tant mieux à ceux qui ont les moyens de le faire. Ouais. Mais tant mieux, là, oui, tu les vas moyens. pas t'amuser. Là, c'est compliqué, mais bon, voilà. Moi, ça me fait pas forcément rêver que la Coupe du Monde, parce que c'est centenaire, soit jouée dans 2 ou 3 continents. Enfin, je veux dire, on en fait trop. Je suis pas fan de ça. Bon, après, on verra, ça sera le test pour la prochaine Coupe du Monde. Ça sera le test justement, vu que ça sera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, si ça fonctionne bien, ça nous fera mentir et on dira que finalement c'était une très bonne idée et que ça sera super. Mais déjà, pour moi, c'est limite, mais ça reste encore entre guillemets un même secteur. Mais bon, t'as quand même des décalages horaires, etc. C'est un continent, les États-Unis, donc bien sûr. Juste entre un point et l'autre, quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ouais, c'est pas rien. Le Canada et le Mexique. Aussi. Les États-Unis sont un, c'est vrai, un continent, donc voilà, c'est vrai. Oui, c'est en Amérique centrale. Oui. Et c'est assez quelque chose. En tout cas, tu comprends pas. Moi, j'aurais aimé, pourquoi pas, du côté Tepe Mazembe ou Brazza ou quoi. Non, mais c'est vrai. On est toujours le même pays. Là, Dieu merci, c'est vrai. Bravo pour le Maroc. Ça, c'est terrible. Aussi pour le retour de la phase finale du côté de l'Espagne, après 82, bien sûr, ça remonte à longtemps. Peut-être ça portera chance à Yacine, la génération 82, et ils se reconnaîtront. Les auditeurs se reconnaîtront justement sur cette génération-là. C'est bien aussi pour les consultants de Time Sport. Peut-être qu'on aurait un consultant en Argentine, en Espagne, l'Argentine, au Portugal. on a déjà fait partir le coach Tolé en Colombie. On va le renvoyer là-bas. Ça, c'est bon. Mais écoutez, ça serait bien d'avoir un match de la France en 2030 à Séville. Peut-être face à l'Allemagne. Pourquoi pas? Ça serait un remake. Enfin, il y a des Français. Mais là, on retombe dans du remake. On n'est pas dans le cinéma. Oui, c'est vrai. Justement, ce qui me vient, je sens déjà que gros comme une patate. Le fait que, alors vous avez parlé des sélections sud-américaines qui vont recevoir. Je reste persuadé qu'ils vont trouver une combine pour que les grosses nations européennes restent sur le sol européen et que les petites nations moyennes soient obligées de faire le voyage. Je vois très mal la France aller jouer. Faut pas tomber sur le chapeau 1, 2, 3. Ouais, mais tout va être mis en place pour. Je vois mal aller à Montevideo, puis ensuite. J'y crois pas ça. Oui, Vivien. J'y crois pas. Finalement, peut-être que Galtier c'était un visionnaire quand il parlait de char à voile, parce que peut-être c'est le moyen qui sera utile en 2030. Non, pas du tout, Vivien. On a parlé de cette Coupe du Monde 2030. On va parler de l'autre grand match pour le club français en Champions League. Le coach Tolé, c'est les Mike Pies qui accueillent justement les Titi parisiens. Allez. On peut les appeler ainsi dans ce fameux groupe F. Les compos sont bel et bien tombés, redressés. Deuxième journée, groupe F, Newcastle. Et oui, avec son entre, faut le rappeler, St. James Park, du football anglais, justement. C'est un match qui donne envie de jouer. C'est Luis Enrique. On en parlait hier avec Yacine et l'équipe de Time Sport. C'est un match intéressant parce que beaucoup disent que c'est peut-être le vrai test du PSG. Moi, je suis pas tout à fait convaincu que Newcastle soit le vrai test pour le PSG. Ce que nous avons déjà, c'est que Luis Enrique a fait des siennes et donc il a préparé une équipe très offensive du côté du PSG et ça montre à quel point effectivement cette équipe des PSG a changé par rapport aux années passées. En tout état de cause, aujourd'hui le PSG, même si en championnat il ne se retrouve je crois que 4e aujourd'hui et que parfois match nul face à Clermont, une autre défaite ailleurs, mais on est tous, et je le sens aussi au niveau des consultants, on est tous surpris quand même de la qualité du jeu que ce PSG est capable de fournir. Et ce qui est intéressant dans ces matchs aussi, c'est de voir Mbappé. Je vous dis pourquoi, parce que moi je trouve que Mbappé n'est pas en pleine forme depuis plusieurs semaines. Je crois qu'il n'a pas le niveau physique. C'est vrai qu'il a eu quand même une préparation tronquée, il n'a pas fait la tournée, il s'est entraîné avec l'équipe B à un certain moment, le temps que tout revient à la normale, et je pense qu'il commence à avoir un coup de mou. Et donc peut-être que ce match aujourd'hui va permettre aussi à Mbappé de récupérer.
encore une fois, avec une équipe très offensive, puisque à côté d'Mbappé, de Dembélé, il y a Koulibaly et il y a Ramos. Donc c'est vraiment une équipe qui va aller chercher cette victoire. Mais encore une fois, je ne pense pas que le vrai test soit nos amis de Newcastle. J'attends voir plutôt le match face à Milan, parce que c'est contre le Milan. PSG Milan, sont toujours des matchs très compliqués, et les Italiens, même quand ils ne sont pas beaux, sont en Coupe d'Europe quand même assez performants. Ouais, alors, les Anglais aussi. Allez, vas-y. Sur Newcastle, pour une fois, je vais pas être d'accord avec Juan Rosé, parce que généralement Juan Rosé il est resté au mois d'août, parce que depuis septembre, faut rappeler aux auditeurs, Newcastle, ils n'ont pas encaissé un seul but depuis la déroute à Brighton du 2 septembre. Peut-être que Juan Rosé a résilié un abonnement début septembre, après l'été. Il a raté les 3 derniers matchs de Newcastle. T'es 8e de la première ligue. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand même à 6 points du premier. Bien sûr. Ils ne sont pas en train de dire comme Arsenal qui est un petit point de City. Non. Ils sont déjà au bout de cette journée à 6 points derrière. Ils ont quand même battu City en Coupe de la Ligue anglaise, donc c'est ça aussi, faut le noter. Alors bien sûr, si le Paris Saint-Germain veut gagner la Ligue des Champions, on s'attend à ce qu'ils soient capables de battre Newcastle, mais quand même par rapport au premier match, je m'attends à quand même à plus d'opposition. Pour rappeler Dortmund, pour moi, ils sont venus au Parc des Princes et le coach n'a absolument rien proposé, donc je m'attends quand même à voir des Magpies beaucoup plus bouger les Parisiens. Et justement, quand je vois Enrique qui a plutôt innové un petit peu tactiquement, en mettant comme ça 4 joueurs à vocation offensive, un petit peu on parlait souvent des 3 comme ça devant, là on a presque des 4 fantastiques avec Ramos. Moi, au contraire, je suis plutôt impatient de voir ça. Même si on aime bien dire, bien sûr, les tests sont toujours en février, en mars, etc. Mais une saison, ça se construit petit à petit. Donc, moi, par exemple, si le PSG fait une contre-performance ce soir, je pense que demain, l'équipe de Timesport ne manquera pas d'en parler. Donc, pour le coup, oui, c'est un bon test automnal. Voilà, c'est un bon. On va revenir là-dessus. C'est un mini-test, c'est pas, mais quand même, c'est intéressant. Ouais. Attention, parce qu'hier, on parlait aussi de mini-test pour. C'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant, et c'est vrai que j'ai souligné que depuis un mois, je trouve que Newcastle est surtout défensivement, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup mieux. Et puis l'ambiance. Et puis là, St. James Park, c'est quand même l'une des plus belles ambiances qu'il y a même en Europe. Il est d'accord, contre Rosset. Ça fait un moment que Newcastle n'a pas atteint ce niveau-là. On sait qu'il y a eu un investissement aussi de la part du pub saoudien. Les Saoudiens de la Champions League. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, alors pourquoi ça reste quand même un test? Ça reste un test. Alors Newcastle, c'est vrai. Comme Vivien l'a dit, Newcastle, c'est vrai qu'il a très mal démarré la saison, mais elle revient quand même plutôt bien. Et puis surtout, t'as l'environnement de St. James Park qui reste, ça reste quand même un stade où il est difficile quand même de jouer. Et donc en fait, c'est comment va cette équipe du PSG là, New Look version Luis Enrique, va pouvoir résister à cette pression. Donc ça reste un match extrêmement intéressant, et j'attends quand même une adversité beaucoup plus importante que ce qu'a démontré Dortmund il y a quelques semaines. Ouais. Moi, je rejoins Vivien et le coach Tollet. Oui. Newcastle quand même, c'est 3 derniers matchs, un 8-0 contre Sheffield. Une élimination de Manchester City 1-0 et un dernier match aussi gagné. Donc c'est un vrai test pour moi, pour le Paris Saint-Germain. C'était déjà, on va dire, un petit test contre Dortmund. Généralement, le PSG s'en sort bien en phase de poule. Ils ont fait un match plutôt correct contre Dortmund. Là, face à Newcastle, comme l'a dit Claude, c'est l'une des meilleures ambiances d'Angleterre, de Première Ligue. Il n'a jamais eu de confrontation directe entre ces deux équipes, donc finalement le PSG ne sait pas forcément à quoi s'attendre, même si là, vu la compo, c'est une équipe plutôt assez offensive. Moi, j'imagine qu'il y aura quand même pas mal de buts ce soir, mais c'est un vrai test, parce que si le PSG perd ce match-là ou fait un match plutôt moyen, ça sera assez compliqué derrière. Ils sont pas forcément très bien positionnés en Ligue 1 cette saison. Juan Rosé l'avait dit, c'est vrai que Mbappé, il n'est pas dans sa meilleure forme, avec sa préparation physique un petit peu coupée. Donc je vois bien Newcastle vraiment jouer aussi de manière assez offensive ce soir, et je verrais bien peut-être un 2-2 entre les deux équipes. Ouais, le pronostic, on va les faire après. Il y a pas de problème. Yasmine, Vivien. Ça te fait sourire, Vivien. Oui, ça. 2-2. Oui, les propos. Tout me fait sourire. C'est un sort de Ligue des Champions, on est heureux. Okay, mais c'est après forcément j'ai hâte de voir un petit peu cette bataille du milieu. C'est vrai qu'il y a cette méforme de Mbappé, mais on va voir, est-ce que le PSG est très Ugarte dépendant, par exemple.
le premier match, Vitinha pour moi avait été l'homme du match au Parc des Princes, donc j'attends de voir. Et puis le jeune Zahir Emery, on oublie, mais il est très bon, mais il a que 17 ans, donc même pour un jeune comme ça, moi je trouve que c'est un bon test malgré tout. Face au milieu de Newcastle avec Guimarães, Tonali, j'ai vraiment hâte de voir c'est vraiment cette bataille du milieu. Tu dis Guimarães, Tonali comme si Tonali oui, ça a coûté 65 millions. Ah bah oui, il est loin d'être un top numéro 1 quoi. Je veux dire, c'est un très bon joueur comme l'a été ou comme l'est Guimarães, mais je ne pense pas que sur le papier le PSG, et je crois qu'il reste largement favori. Il aura plus de position forcément parce que les stades déjà et le football anglais montrent beaucoup plus de position qu'il ne l'a fait du côté de Dortmund il y a quelques semaines. Mais je reste à penser que le PSG est largement favori, qu'il va y avoir des buts. Et peut-être pas un 2-2, mais je pense que le PSG est capable de mettre 2, 3, voire 4, pourquoi pas, face à Newcastle. Je sais que le football anglais est très particulier, d'accord, on est tous d'accord. Beaucoup de buts. Je pense que ce PSG-là est capable de nous surprendre très agréablement aujourd'hui. On va voir. On a entendu 3-4 buts entre ces. On va faire une courte pause. Moi, je suis convaincu. Et on revient avec toute l'équipe de Time Sport. C'est parti. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h36, toujours en compagnie justement du coach Tolé, Yasmine, Vivien, Aurélien nous a rejoint, sans oublier Juan Trocé, le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec l'équipe de Time Sport. Vas-y Vivien, on t'écoute. Oui, avant que certains réagissent sur les auditeurs, on a oublié quelque chose, c'est que la peur est le vecteur de la réussite. Et c'est pour ça que je présentais Newcastle de façon élogieuse, parce que tu vas avoir une certaine peur. On va voir, on va en parler de la peur après avec Aurélien, c'est promis, c'est sa fameuse chronique du mercredi soir. N'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs, on parlait du Paris Saint-Germain dans ce fameux, justement c'est le groupe F. Les bookmakers donnent la victoire à Newcastle, à près de 40% justement de victoire pour les Magpies, 33 pour le Paris Saint-Germain. Je dis ce que les bookmakers en pensent, et 27% sur le match nul. Voilà. Eh oui, Tolé, tu m'en regardes comme serré. Ça. Non, mais c'est très serré. C'est serré, mais eux, les deux gagnants, les Magpies. Moi, je pense que ça va être serré. Comme je dis encore, ça reste un test intéressant pour le PSG. C'est un test pour Newcastle aussi, pour savoir où ils en sont. Parce qu'il manque quand même clairement d'expérience au très haut niveau, mais voilà, on l'a vu hier soir avec Lens Arsenal que avec la poussée du public, la fougue, un peu de talent, un peu de réussite, tu peux y arriver. Et puis Newcastle, faut pas oublier qu'il y a quand même un investissement qui a été fait de fonds saoudiens qui eux aussi pour objectif d'aller investir dans d'autres grands championnats européens. Mais donc il y a aussi tout ça, il y a cette construction du Newcastle revient aussi et a envie, je pense, de marquer les esprits à son niveau. Ils ont fait quand même match nul à Milan, même si Milan fait un début de saison plutôt difficile. Voilà, donc ils arrivent aussi en pleine confiance en recevant le PSG, donc source de motivation. Donc on s'annonce, ça s'annonce être un match quand même extrêmement intéressant à regarder. C'est une équipe effectivement en pleine confiance, mais c'est aussi une équipe qui n'a pas forcément d'expérience sur le plan européen. En même temps, ça fait, il me semble, 16 ou 20 ans que l'équipe n'a pas joué la Ligue des Champions. Je crois que sa dernière compétition européenne a été l'Europa League. Et la fois qu'on les a vus, c'était contre l'OM, demi-finale de Coupe UEFA, perdu 0-0 à St. James et défaite de 0 Vélodrome. Je crois que c'était en 2012-2013, à cette époque-là, il me semble. Donc ça fait un moment, donc ça fait 16 ans. Donc pour moi Newcastle, ce qui pourrait jouer en leur défaveur ce soir justement, c'est leur inexpérience sur la scène européenne et ça sera forcément tout bénef pour le PSG. Oui, je crois qu'ils ont plus d'expérience les Anglais vis-à-vis du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas joué la Champions League depuis 20 ans. Pas les joueurs la Champions League, c'était en 2003. Toujours dans les jeunes. La dernière Champions League de Newcastle. Ils ont été des grosses équipes en Angleterre, notamment. Voilà. Donc, mais c'était il y a 20 ans. Donc, depuis, ils n'ont pas fait grand chose. Faut faire revenir Laurent Robert.
Peut-être pour qu'ils aient une chance. Alan Shearer, les gloires de Magpie. Des très beaux joueurs français qui ont fait quand même la gloire de Newcastle. Donc, non, mais cette équipe a des choses à montrer, mais je continue à dire, aujourd'hui, ils ne sont que 8e, déjà assez loin de la tête du championnat anglais. C'est vrai que les derniers résultats sont pas mauvais, mais après, en face, on a un Paris Saint-Germain que je pense est en confiance et qui est capable de faire un très bon résultat, et ça leur permettrait effectivement de voir venir leur prochain match face à Milan, qui reste quand même pour moi une équipe peut-être plus compliquée que Newcastle à jouer. En tout état des causes, le favori reste le PSG. Le PSG reste le favori. Bien sûr, il a raison. Il a raison, c'est aussi pour cela que le PSG doit faire un résultat ce soir, parce que tu as cette bout de confrontation contre le Milan qui, pour moi, attendons le match de ce soir, mais potentiellement est l'adversaire quand même principal du PSG. Donc il y a tout intérêt à ce que le PSG fasse le job encore ce soir. Ça leur permettrait d'avoir 2 victoires. Donc être sur arbitre avant la double confrontation face au Milan AC. Ils ont fait sortir Manchester City quand même, faut le rappeler. Le PSG a fait match nul contre Clermont, donc ils n'arrivent pas en pleine confiance non plus. Après, ce sont des grands joueurs aussi, mais je veux dire, même une grosse équipe peut avoir une contre-performance et rebondir. On sait très bien qu'une saison c'est très long. Surtout au championnat. Oui, personne, même dans aucun sport collectif, personne fait 100% de victoire. Donc bon, je pense que ça va être anecdotique ce soir, ce résultat contre Clermont, et je m'attends à avoir un PSG beaucoup plus, même réaliste, je dirais, déjà plus réaliste et plus efficace malgré tout. Et puis c'est vrai que cette compo paraît offensive, mais si ça prend, ça peut être intéressant. Après, je me demande juste qui va défendre parmi les 4. C'est un petit peu ça Est-ce que c'est pas une volonté justement d'avoir, à mon avis, une position assez haute et empêcher Newcastle de pouvoir récupérer le ballon? Oui, peut-être. Vraiment de gêner, vraiment de presser très très haut et de gêner. Sachant que vous avez quand même 2 latéraux qui montent très vite et qui sont capables de jouer un jeu offensif. Non, sincèrement, cette équipe, c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir des buts du côté du PSG qui peuvent faire vraiment la différence face à cette équipe de Newcastle, parce que la défense du PSG reste, avec Lucas sur les côtés et avec Hakimi sur l'autre côté, reste quand même une défense assez importante. Et je reviens sur le fait que Emery Saïri reste quand même la surprise de ce championnat avec Ortega. Donc non, c'est un PSG qui peut vraiment surprendre tout le monde aujourd'hui et dire voilà, je suis encore un vrai candidat pour la phase finale. Oui, de cette Ligue des Champions 2023-2024, Juan José. On attend Luis Enrique, l'homme fort peut-être alors de cette équipe parisienne. L'heure du grand changement. Ils avaient un bon coach l'an dernier, le PSG. Oui, aussi. Moi, j'aimais bien. Oui, non, mais Luis Enrique est venu aussi pour montrer quelque chose de différent, et depuis la première journée, on voit quelque chose de différent. Peut-être qu'encore une fois, ils ne sont que 4e aujourd'hui, qu'il y a eu des méperformances il y en a eu dans le championnat, mais depuis le début de saison, qui sont capables de montrer aujourd'hui, nous laisse penser qu'effectivement c'est cette équipe de PSG à laquelle on rêve depuis un certain nombre de saisons et qu'on n'arrivait pas à voir. Donc ce peut-être avec Luis Enrique. J'attends de voir sur la durée. J'attends de voir quand même sur la durée. Alors c'est vrai, collectivement, il y a rien à dire. C'est vrai qu'on sent un vent de fraîcheur nouveau du côté du PSG. On sent une équipe, on sent une solidarité entre les joueurs. On sent une équipe, je dirais pas plus ordinaire, mais voilà, on sent qu'il y a un collectif qui se met en place, et on sait quand tu suis un petit peu les sport co que quand ça se met en place, ça peut faire quand même très mal. Des mecs travailleurs, etc. Maintenant, il va falloir quand même être efficace. Ils ont été contre l'OM, ils ont fait leur meilleur match de la saison, clairement. Par contre, on attend plus quand même d'un Dembélé qui n'a pas encore marqué. Colomboigny qui a été efficace contre l'OM. Dembélé, malheureusement, c'est un peu un de ses défauts. Bah ouais, mais bon. Il faudrait que ça vienne, mais tu sais, va falloir. Alors, ça va être intéressant de voir ce PSG là cette saison, parce que, alors c'est vrai qu'ils ont été fortement critiqués. Messi, Neymar, on peut dire ce que l'on veut, mais ces mecs-là, même à 50%, faisaient une saison à 15 buts, 12 passes D en jouant 20 matchs. Après, avec ces gars-là, tu te faisais quand même laminer en 8e de finale. Mais tu marquais
Enfin, quand tu m'uniques, c'est la première partie de saison. Alors c'est vrai que on l'a senti ici sur Time Sport qu'il y avait la Coupe du Monde qui est motivée. Première partie de saison du PSG l'année dernière, c'était des volets de la part de tout le monde et Neymar est extraordinaire. Faut pas oublier aussi ça. Donc, est-ce que ces mecs-là, même s'il y a tout ça, il y a ce collectif que Mbappé a voulu, parce que c'est ces joueurs-là qu'il a fait venir. D'ailleurs, en plus de sa méforme, je trouve que il déjoue aussi un petit peu. Il en fait trop. Voilà, même en équipe de France, il en fait trop. Tu vois, enfin, fait du Mbappé, soit efficace. J'attends de voir aussi. De voir un petit peu tout ça, cette efficacité des Kolo Muani, des Dembélé, même de Ramos aussi sur une durée. Je suis pas certain que ça puisse tenir la route. Le mot c'est solidarité. Le mot c'est solidarité parce que quand tu as une équipe aussi offensive, il faut que tous les joueurs jouent la solidarité et une tâche défensive à accomplir. Je pense que ça soit ou Ugarte ou même Ramos vont devoir aussi apporter jouer cette tâche défensive. Et tu parlais de Dembélé, c'est vrai qu'il ne marque pas, c'est vrai qu'il fait du Dembélé, mais peut-être qu'on va pouvoir effectivement aujourd'hui voir quels sont les joueurs capables d'être solidaire et de jouer des tâches défensives, parce que jusque là c'était pas le cas l'année dernière. Mais sincèrement, c'est un test aussi à ce niveau-là. Est-ce que ce nouveau schéma tactique a convaincu les joueurs de faire les efforts qu'ils n'étaient pas capables de faire la saison dernière? Moi, je trouve que c'est encore trop tôt pour juger de la qualité de ce Paris Saint-Germain. J'attends de voir au mois de décembre. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus fort que Monaco? Pour moi, c'est non, clairement. Donc, moi, ce qui me pose le plus de soucis au sein du PSG cette saison, c'est l'attaque. On l'a souvent décrié la saison dernière avec Messi et Neymar, mais cette saison entre Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, ça fonctionne pas forcément. Donc, je crois que Dembélé n'a toujours pas marqué encore. Il n'a pas marqué. Voilà. Kolo Muani, il marque ce but contre l'OM, mais bon, heureusement qu'il le met. Même s'il fait là où on attend justement le Paris Saint-Germain, c'est en Ligue des Champions. Donc là où on va les juger, qui gagne ou pas le championnat de France cette saison, peu importe. Mais là où on va les juger, c'est dans leur parcours en Ligue des Champions. Donc c'est ça le plus important. Donc et ça passe par cette victoire contre Newcastle ce soir. Alors vas-y. Et dans cette animation offensive, moi je trouvais que ça marchait mieux avec Asensio, bizarrement. Enfin, bizarrement, je trouvais par exemple Mbappé, Asensio, je trouvais que c'était plus complémentaire. Enfin, je parle vraiment dans le style Enrique. C'est vrai que je suis vraiment impatient de voir le retour de ce joueur qui devrait être, je crois, j'aurais dit dans 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment qu'il a cette finesse technique et aussi cette capacité de finir. Donc quand Asensio sera de retour, qui sera sur le banc. Quand t'as un Hakimi qui marque plus qu'un Dembélé, là quand même tu te poses aussi des questions, quoi. Ouais. Allez, on reste encore ensemble avant d'accueillir Vanessa 21h, 23h. C'est la dernière rubrique de cette émission avec Aurélien Duhart. Time Sport, le mode pressing. Bonsoir Monsieur Aurélien Duhart. Bonsoir, on vous écoute, Monsieur Bilal, bonsoir tout l'équipe. Comme les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Voilà, c'est votre moment, c'est notre moment. Merci Bilal. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous font le cadeau de nous écouter. Le sujet du jour, la peur, le vecteur de la réussite. Bonsoir les âmes. Il n'y a pas de courage sans peur. Cela paraît évident. Et pourtant, combien de fois cachons-nous nos peurs? Par peur d'être moqués, rejetés, par peur d'être pris pour un lâche ou pour un enfant qui a besoin d'être rassuré. Tous ces difficiles et dangereux rôles d'adultes parfaits que nous prétendons incarner. La peur est ton allié. La peur est un indicateur. Alors que tu crois penser que ce sont tes affects, ce qui t'attire, qui te pousse au changement, c'est souvent la peur de ce que tu ne veux pas ou de ce que tu ne veux plus qui te force à l'action libératrice. Sur avion. Ouais. Justement. C'est pas pro. Oui. C'est pas pro. Oui, on l'appelle. Il est trop demandé. C'est pas pro, désolé. On poursuit. La peur, c'est l'ignorance, l'inquiétude de ne pas savoir où tu vas poser ton prochain pas. La peur, c'est le manque de lumière,
comme le dit Sadhguru. Souviens-toi ce moment où tu as été plongé dans une obscurité totale, même dans un endroit familier. Tu es comme figé, pétrifié. Tu peux avoir des gestes hasardeux, avoir des montées de stress, des crises d'angoisse ou de panique, des réactions mécaniques, et crier au secours, comme si tu vivais tes derniers instants. À la seconde même où la lumière se rallume, tu y vois plus clair et tout redevient OK. Alors que l'endroit est le même. La peur, ce sont tes pensées qui s'emballent et que tu n'arrives plus à contrôler ou à observer avec détachement. C'est le souvenir d'une expérience douloureuse qui remonte à la surface, qui t'envahit et auquel tu t'identifies. Tu as peur de quelque chose qui n'existe plus. Et comme si cela ne suffisait pas, t'appuyant sur ce souvenir inconfortable, tu imagines une suite aussi dramatique, voire pire. Tu souffres de choses qui n'existent pas en ce moment. Ahmar que nous sommes. Nous utilisons les deux plus puissantes capacités qui nous ont été gratuitement conférées à la naissance, la mémoire gigantesque et l'imagination illimitée, pour se souvenir du pire et imaginer le pire. Ça n'a pas de sens. Alors qu'à la seconde même où tu es traversé par ces pensées, il n'y a aucun danger en réalité. Peur réelle ou peur fictive? D'ailleurs, avons-nous réellement besoin d'un stimuli extérieur pour réveiller la peur qui sommeille en nous? N'était-il jamais arrivé de ressentir la peur, la joie, la tristesse, la colère, alors que tu es seul? Oui, il en est ainsi de la vie. Toutes ces émotions sont en toi, et peut-être ne les reconnais-tu pas. En vérité, il n'y a que 3 peurs fondamentales. En les reconnaissant, tu éradiques 80% de tes autres peurs. La première, la peur de ne pas être à la hauteur. La deuxième, par conséquent, la peur de perdre l'amour. Et enfin, la troisième, la peur de la mort. L'âme or. Pour mettre fin à ce cercle vicieux de peur qui te fige ou te rend agressif, pour embrasser le courage nécessaire, une seule solution. Connais-toi toi-même. Pour t'accompagner sur ce difficile chemin, je t'offre la formation Reconnaissance. 21 vidéos et 21 écoutes méditatives d'une valeur commerciale de 2000 €. Cadeau. Pour la recevoir, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Aurélien Duhart. Belle soirée à rencontrer et transcender tes peurs. Ah ben voilà, merci Aurélien Duhart. Sur les réseaux sociaux qu'on peut retrouver, oui, tranquillement. LinkedIn, Insta, Facebook, voilà, vous voulez, envoyez-moi un petit message et puis je vous envoie cette formation que j'ai pris 6 mois à faire et que je peux plus vendre aujourd'hui, donc j'en ferai un cadeau. C'est vraiment toujours là les mercredis soirs avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Le pronostic Newcastle PSG, le match va commencer. Rentre 3-1 pour le PSG. 3-1 pour le PSG, Vivien. 4-1 pour le PSG. 4-1 pour le PSG. Yasmine. 2 partout. 2 partout pour Yasmine. Le coach Tolé. Victoire du PSG, 1 partout. Et aussi pour Solal à la réalisation. Victoire du PSG 5-0. 5-0. C'est la Manita. Ouais, là, on va voir si c'est FIFA ou pas FIFA. Allez, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive, 21h, 23h. Solal reste tout au long de la soirée. On se retrouve dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.